à chacun et à tous et bienvenue dans cette session informative. En titre, retenez qu'aujourd'hui, 14 février, est célébrée la Saint-Valentin, une fête considérée comme celle des amoureux. Et que pensent donc les citoyens de Malanville à propos de cette célébration? Élément de réponse tout de suite. Parlons de l'alimentation des enfants dans les écoles à cantine scolaire. Nombreux sont les apports observés depuis le début de cette année scolaire. Si vous voulez savoir davantage, restez avec nous. Au plan national, mercredi dernier, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Costi Dossoui, a procédé au lancement officiel du projet de développement des infrastructures agricoles et de désenclavement de la basse et moyenne vallée de l'Ouémé et plus de précision dans le développement. À toutes ces informations vont s'ajouter d'autres, sans oublier la page Afrique, puis la revue de presse en fin d'édition. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Comme annoncé en titre, nous parlons dans cette édition de la Saint-Valentin, généralement fêtée le 14 février de chaque année. Et cette fête est considérée comme, dans de nombreux pays, voilà, comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour s'échanger des mots doux et des cadeaux. Malanville n'est pas resté en marge de cette célébration. Une équipe de nos reporters était au contact de quelques Malanvillois ce 14 février pour se faire une idée de comment fête-t-il la Saint-Valentin, suivis respectivement Aboubakar Sido et Émilie Vivarassou et Anas Traoré. Chaque 14 février, la fête des amoureux s'observe et c'est une bonne occasion pour renforcer le lien entre les amoureux et ça permet également de se pardonner, de se fixer beaucoup d'objectifs, juste l'ambiance dans le foyer. En quelque sorte, pour ma copine, je la souhaite une bonne fête de Saint-Valentin et que ses propres vœux se réalisent et que Dieu nous accompagne dans ça pour atteindre nos objectifs, surtout la santé, l'amour renforcé encore et le fruit d'union qu'on attend et qu'on appelle enfant. Je constate que c'est une fête pour les amoureux et cette fête vraiment ça donne de la joie. Quand le partenaire offre son cadeau à son partenaire, là ça donne de la joie et du plaisir. Et surtout, souvent les 14 février, les deux partenaires s'entendent et on fait une petite sortie et souvent ces sorties nous donnent de la distraction. Et entre nous, on essaie de se communiquer, parler de ce qui n'est pas bon, s'excuser et la joie revient. La fête des amoureux, le 14 février, tout le monde sait que c'est quelque chose qu'il faut au moins trouver à sa copine, sa petite amie ou bien même si c'est sa femme, lui donner quelque chose comme cadeau pour lui prouver qu'on l'aime trop. C'est bon de chérir sa femme, mais c'est pas au moment de Saint-Valentin seul qu'il faut prouver à sa femme qu'on l'aime. À tout moment, quand tu as une femme à la maison, il faut la satisfaire bien. Cette période de joie entre les couples constitue parfois des dangers pour la gente féminine. C'est pourquoi les citoyens rencontrés n'ont pas manqué d'appeler les uns et les autres à une bonne gestion de cette période festive. On les écoute. Le conseil que j'ai à lancer auprès de ceux qui fêtent 14 février, que ces jeunes-là ne prennent pas ça comme un amusement pour aller faire de désordre. Ce n'est pas parce qu'on a dit que c'est une fête des amoureux qu'on se permet d'aller au-delà de ce qu'on appelle la fête. On sous-entend que c'est la fête pendant laquelle les gens tombent enceintes. Le conseil que je vais prodiguer, c'est de renforcer le lien entre les deux partenaires et non penser à autre chose que les gens ont l'habitude de le dire. Il y a des conséquences pour cette fête. C'est souvent les 14 février, on remarque que beaucoup de jeunes filles s'adaptent et commencent par amener les grossesses à la maison. J'aimerais conseiller à mes sœurs qu'aujourd'hui, oui, c'est une fête de joie, mais il faut savoir comment bouffer la joie aussi. Il ne faut pas qu'après cette joie, qu'on constate les grossesses un peu partout. Pour la fête d'aujourd'hui et la fête des amoureux de 14 février, on voit que c'est vrai qu'il n'y a pas quelque chose
dans le pays, tout est un peu dur, c'est bon, mais il faut quand même, s'il n'y a rien à donner à sa copine, il faut trouver au moins un petit cadeau, mais accompagné de bonnes paroles. Donc ça aussi, c'est quelque chose de Saint-Valentin. Une autre information à présent, l'alimentation des enfants est un enjeu majeur pour leur santé et leur développement. Dans les cantines scolaires, la qualité et la diversité des repas servis jouent un rôle essentiel dans la nutrition quotidienne des élèves. Parmi les composants nutritionnels, les protéines animales sont souvent mises en avant pour leur valeur biologique élevée et leur contribution significative à la croissance. Le programme alimentaire mondial PAM et l'Agence nationale pour l'alimentation nutritionnelle ANAN sont deux partenaires qui prennent en charge la gestion des cantines scolaires au Bénin. Sur place ici à Malanville, quelques écoles primaires sont plutôt sous l'ANAN. Attendez, Agence nationale pour l'alimentation nutritionnelle. Il s'agit de l'école primaire publique centre de Malanville. Le directeur du groupe C et le maître cantine de cette école donnent plutôt leurs impressions à travers cette initiative de l'introduction de protéines animales dans les cantines scolaires. On les écoute. On était avec le programme alimentaire mondial PAM, mais c'est fait que des innovations sont intervenues et nous sommes désormais avec l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Donc cette fois-ci, ANAN a innové, a introduit des innovations dans les cantines scolaires. En l'occurrence, l'apport en protéines animales surtout. Parce que c'est ce qu'ils nous ont dit et nous sommes en train d'évoluer tant bien que mal dans cet exercice-là. Et c'est une bonne innovation. Ça fait que lorsque vous préparez, que c'est de l'œuf ou du poisson ou bien de la viande que vous apportez aux enfants, vraiment c'est de la joie. Nous constatons que l'effectif aussi s'accroît. Parce que beaucoup d'enfants qui restaient à la maison, lorsqu'ils ont appris ça, ils commencent pas vraiment à venir à l'école. Effectivement, l'apport à la cantine, nous ne sommes pas cette année, on a commencé. On avait commencé depuis qu'on était avec la sieste. Il y a le poisson, les fruitins, de temps en temps, d'accord, qu'on essaie dans la préparation des enfants. Parce qu'il faut que les enfants consomment de façon équilibrée. Sans ça, les enfants ne seront pas en bonne santé. Et il faut aussi signaler que vraiment, nous saluons d'accord cette initiative parce que ça a permis à un temps, soit peu, de récupérer les enfants qui étaient abandonnés dans le temps là. Les enfants consomment de l'œuf, chaque enfant avec un œuf vraiment, et ça donne encore vraiment une autre motivation aux enfants. Pendant ce temps, quelques écoliers s'en réjouissent et puis donnent leurs appréciations sur l'introduction de protéines dans leur repas quotidien. Appel à lancer, c'est à l'endroit des autorités politico-administratives. Les 25 francs que les enfants payent ne peuvent pas du tout suffire pour pouvoir pérenniser l'action. Donc nous demandons aux autorités locales de penser à la chose pour que ça puisse être une action bien corsée. C'est-à-dire le conseil communal peut toutefois venir en aide à ces écoles pour que les enfants puissent bien manger les protéines animales. De la communauté ne peut que leur demander d'accord de nous aider et par rapport à cela, surtout au niveau de la souscription, parce que c'est avec l'argent on achète tout ça là et si les enfants viennent et n'arrivent pas à payer d'accord la souscription, vraiment on voit que cela ne va pas marcher comme ce que nous sommes en train de vouloir faire. Donc nous demandons à la population depuis la maison vraiment de nous aider, quelque chose de très important que le gouvernement est en train de faire à leurs égards, d'accord, de nous aider par rapport au recouvrement de la souscription. Vous venez plutôt de suivre l'appel du directeur Gilbert Bodo et puis du maître cantine Yao Isidore Gbado à l'endroit de la communauté et puis des autorités. À présent, nous passons à une autre information et il s'agit bien sûr d'une information que j'ai annoncée en titre. Le gouvernement du Bénin a procédé au lancement du projet de développement des infrastructures agricoles et de désenclavement de la basse et moyenne vallée de l'Ouémé. Ceci pour moderniser l'agriculture béninoise et concrétiser son programme d'urgence de production d'1 million de tonnes de riz paddy par an d'ici 2026. Et c'est au Novotel Hôtel à Cotonou que les activités plutôt ont été officiellement lancées par le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Costi Dossouri. Je voudrais néanmoins
me permettre, en votre nom tous, de remercier nos partenaires financiers, nos partenaires techniques, qui nous ont accompagnés dans l'élaboration, la formulation et aujourd'hui la mise en chantier de ce projet. Nous n'abordons pas la vallée de l'Ouémé pour la première fois. Dans la mise en œuvre de ce projet, nous avons discuté avec chacun de vous. Nous avons discuté avec les 3 communes concernées par ce premier projet que nous mettons en place dans la vallée de l'Ouémé, nouvelle formule. Et nous avons aidé et demandé à ce que les maires facilitent la sécurisation foncière pour éviter tous les dérapages que nous avons connus dans le passé récent. Dans les chambres, dans vos bureaux, vous avez pris des engagements avec nous. Nous aussi, on a dit, nous allons nous engager pour respecter les timings, les délais. Ceux qui ont le mérite aujourd'hui d'abriter ce projet doivent se frotter la main. C'est un projet de gros investissements structurants pour maîtriser l'eau sur 2155 hectares afin qu'on puisse produire en toute saison pour faire 100 étangs piscicoles et régler la question au moins de l'approvisionnement en produits halieutiques. Après la production, la transformation et la mise en marche. Mais ce que ce projet va encore faire de façon sérieuse et sensible, c'est le désenclavement. Chers partenaires, tout en vous remerciant pour la contribution que vous apportez, j'invite tous les acteurs à donner de soi-même pour que ce projet soit une réussite, pour que la mise en œuvre soit cohérente, concrète, conforme au calendrier et que nous fassions reculer les limites de la pauvreté, nous fassions reculer les limites de notre enclavement pour qu'en fait nos populations tirent profit de ce que nous allons faire. Je lance du haut de cette tribune le projet de développement de la basse et moyenne vallée de l'Ouémé pour que nos populations puissent avoir des infrastructures résilientes, des infrastructures de désenclavement, des infrastructures pour le développement de nos communautés. Ce projet de développement des infrastructures agricoles et de désenclavement de la basse et moyenne vallée de l'Ouémé bénéficie du financement de la Banque islamique de développement BID et puis de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Écoutons Félix Baridi, coordonnateur du projet. Depuis 2016, le gouvernement auquel vous appartenez a choisi l'option d'investir massivement dans l'agriculture pour la moderniser. Dans ce cadre, il est retenu le dossier des grandes plantations, des grandes cultures, dans lequel figure le projet ou le programme d'aménagement de 50 000 hectares de terre pour booster la production agricole, notamment la production de riz, pour atteindre l'objectif de 1 million de tonnes de riz par d'ici l'an 2026. Le gouvernement a lancé en 2021 un vaste programme d'études de faisabilité afin de disposer donc des dossiers techniques qui pourraient être présentés aux bailleurs de fonds pour le financement. C'est dans ce cadre qu'il a eu l'étude de 1500 hectares dans la vallée du Niger, 1500 hectares dans la vallée du Moulo et 9000 hectares dans la vallée de l'Ouémé. Ces 9000 hectares sont répartis en 4 lots, dont les communes d'Adjoumou, d'Ampo et d'Agrégé, les communes de Kové, Zokodomé, Kalami et Soava de l'autre côté, et puis les communes de Wenki, Bonou, ensuite Akro-Missilité et Sénécoji. Les résultats concluants de ces études ont permis donc de formuler le projet dont nous lançons officiellement le démarrage aujourd'hui, le projet de développement des infrastructures agricoles et le désenclavement dans la basse et moyenne vallée de l'Ouémé. Profitant de l'occasion, le maire de Dangbo, Maoudo Djossou, représentant les communes bénéficiaires, a remercié tous les acteurs ayant œuvré pour que le projet puisse voir jour. C'est pour moi un honneur et une joie immense de prendre la parole en qualité de représentant des maires des communes d'Adjoum, des Aguégués et de Dangbo en cette occasion de lancement du projet de développement des infrastructures agricoles et de désenclavement dans la basse et moyenne vallée de l'Ouémé ce jour. Il m'est particulièrement agréable que vous exprimez aux uns et aux autres ici présents toute ma gratitude pour ce rassemblement de haut niveau autour du développement de la vallée de l'Ouémé, la deuxième vallée la plus riche au monde après celle du Nil. Votre présence en ce lieu témoigne de façon éloquente l'intérêt que vous portez au développement agricole de cette zone et je vous en sais gré. Il s'agit d'un projet innovant et prometteur de richesse pour la basse et
et la moyenne vallée de l'Ouélé, visant à contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations cibles par l'aménagement des périmètres irrigués, la création des voies d'accès et la construction d'infrastructures socio-économiques. Ce journal parlé se poursuit sur la Sota FM, mais avant, on se retrouve après cette courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Des diligences pour la prise en charge psychologique des militaires déployés sur les théâtres d'opération. Les réflexions ont été lancées le mercredi 12 février 2025 par le colonel-major Mathias Alizanon, secrétaire général du ministère à la salle de conférence du ministère de la Défense nationale. L'idée de la prise en charge psychologique des militaires déployés sur les théâtres d'opération est une initiative du chef d'état-major général des forces armées béninoises, le général de mission Fructueux Baguidi, soutenu par le ministre Alain Fortuné Noati de la Défense nationale. Écoutez les précisions de Franck Komaroué, conseiller technique aux affaires sociales du ministère. C'est surtout au retour des missions que ce besoin se fait sentir. Le chef d'état-major général a apprécié l'ampleur du phénomène et a estimé que non seulement au retour, mais sur le terrain déjà, il va falloir appuyer les forces spéciales et la section commando. Donc, c'est à partir de là qu'il a saisi monsieur le ministre de la Défense nationale pour suggérer la mise en place donc, du mécanisme dont nous voulons traiter. C'est vrai, nous n'avons pas assez de ressources humaines en la matière. Si nous faisons le point, le colonel Azandi et moi, on a fait le point, on s'est rendu compte qu'on a, en termes de psychologues, environ 5 personnels. Or, la tâche est immense. Le plus important, c'est qu'à la fin de cette séance, nous pouvons dire, voilà les grandes activités que nous voulons mener au cours de l'année, et voilà les périodes auxquelles nous pouvons les mener, et comment nous pouvons les mener, ce serait déjà un pas. Les médecins militaires, des psychologues, assistants sociaux, spécialistes de santé mentale et autres cadres invités à cette rencontre par le Conseil technique aux affaires sociales du ministère auront essentiellement pour tâche de définir les modalités de la mise en œuvre du mécanisme, de mettre en place une feuille de route et d'implanter un plan d'action. Au lancement, le colonel-major Mathias Alizanon a été clair plutôt, la mise en place d'un mécanisme de soutien psychologique est une nécessité. Elle ne doit pas être vue comme une option, mais comme une priorité. On l'écoute. Le stress traumatique, l'anxiété, la dépression et d'autres troubles psychologiques sont des conséquences bien documentées de l'engagement militaire dans les opérations de combat. Ignorer ces réalités, c'est non seulement mettre en péril la santé de nos soldats, mais aussi compromettre l'efficacité de nos opérations. Un soldat qui souffre en silence, isolé, est un soldat qui n'est pas en mesure de donner le meilleur de lui-même. Il est essentiel que ce soutien psychologique soit intégré dès la préparation des militaires tout au long de leur déploiement et après le déploiement, à leur retour donc. Des dispositifs doivent être mis en place, non seulement pour les aider à traverser les périodes difficiles, mais aussi pour leur offrir une écoute attentive, un suivi personnalisé et des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques. Une autre information s'est tenue ce mercredi 12 février 2025, un atelier de restitution du voyage d'études et de partage d'expériences au Maroc. C'est l'hôtel Z Place de Bokba qui a accueilli tous les préfets de chaque département du Bénin. C'était en présence du directeur général de l'ANPE, le responsable du département du développement local et de l'emploi rural, de la directrice de la promotion de l'emploi et du chef projet Prodige Banque mondiale. Voici les précisions dans cet élément de Odette Dossa. La séance de restitution fait suite au voyage d'études et de partage d'expériences au Maroc d'une délégation des préfets de l'Atakora et du préfet de l'Atlantique. Après l'allocution d'ouverture du directeur général de l'ANPE, Ubé Amegbedi, il y a eu une communication
sur le processus de mise en place des CLID au Bénin et une restitution du voyage d'études au Maroc. Le directeur général de l'ANPE, Hubin Améguedi, a livré ses impressions sur la collaboration qui se concrétise entre les deux partenaires, la Banque mondiale et la GIZ, aujourd'hui autour de la question de la territorialisation, de la promotion de l'emploi et sur l'atelier des restitutions. Hubin Améguedi. Je dois dire que la coopération avec la GIZ au PME est une coopération excellente. Grâce à l'appui et à la collaboration du ProPME, nous avons pu mettre en œuvre la politique nationale de l'emploi dans son aspect comité local d'insertion et de développement économique. C'était prévu dans les documents, certes, mais sa mise en œuvre et son opérationnalisation aurait été difficile sans l'appui du ProPME. À cet appui, nous en sommes aujourd'hui à l'installation et à l'opérationnalisation des comités locaux d'insertion et de développement économique de la Lama et des montagnes. C'est donc une coopération fructueuse que nous souhaitons poursuivre les années à venir. Nous sommes très heureux et très satisfaits de pouvoir avoir deux partenaires qui collaborent en bonne entente. Pendant que le ProPME nous a permis d'installer les CLID de la Lama et des montagnes, la Banque mondiale nous a permis d'installer deux autres CLID ailleurs, dans d'autres départements. Et nous pensons poursuivre cette coopération les années à venir, de manière à ce que nous puissions mettre en œuvre toute la politique nationale de l'emploi en termes de territorialisation. Surtout qu'après le voyage financé par les deux partenaires au Maroc, nous avons pu être instruits et pu avoir de nouvelles leçons apprises auprès de nos collègues du Maroc. Nous sommes en train de départementaliser aujourd'hui les CLID tels que c'était prévu dans la politique et nous pensons avoir l'appui et l'accompagnement du ProPME pour pouvoir continuer et finaliser cette œuvre que nous avons. Présent à l'atelier, Mesme Fayoun, responsable du département du développement local et d'emploi rural, ANPE, a mis l'accent sur ce que c'est que les CLID. Les comités locaux pour le développement économique, c'est des dispositifs locaux de promotion de l'emploi prévus par la politique nationale de l'emploi. Et donc c'est, disons, un creuset multi-acteurs pour gérer les questions de l'emploi dans les territoires. Donc on a fait l'atelier, on a commencé le processus il y a 2 ans. On a fait une visite d'échange au Maroc pour comparer un peu ce que nous faisons avec l'expérience du Maroc. On a fait la réalisation prévue pour voir comment nous allons corriger ou copier les expériences, les bonnes expériences, les bons succès du Maroc avec ce que nous faisons ici. Donc les CLID, c'est pour régler les problèmes d'emploi dans les localités. À la question de savoir l'apport des comités locaux d'insertion et de développement économique CLID dans le cadre du dispositif Capu le prodige au Bénin, ce matin, Mongan Agbechi, le chef projet prodige de la Banque mondiale, répond ce qui suit. Avec le prodige, on a pu la mise en place de ce qu'on appelle les ULP, les unités locales de promotion de l'emploi. Mais jusqu'à ce jour, leur fonctionnement connaît quelques difficultés, surtout sur le plan de vue institutionnel, parce que certaines ULP sont changées sans des raisons fondamentales. D'autres aussi n'arrivent pas à suivre le rythme de travail qu'on veut. Alors, en mettant en place les CLID, on aura une sorte de structure qui va coiffer la mise en place des ULP. Donc, ils pourront être des gens qui vont garantir que ces ULP-là vont être mises en place conformément au test, vont fonctionner conformément au test. Au-delà même de la ProPME, parlons même de la GIZ. Honnêtement, ce que nous faisons là, il y a beaucoup de complémentarité. Donc quand c'est complémentaire, il n'y a pas besoin de se battre là-dessus. On ne fait pas la même chose que ça nous permet de capitaliser, d'avoir beaucoup plus d'effets de levier. Donc on travaille ensemble. Donc je suis venu ici encore une fois pour marquer ma complémentarité avec les collègues de la GIZ. On travaille ensemble. On ne se marche pas là-dessus. La notion de complémentarité. Et puis de deux, on est en train de voir si ce que nous sommes en train de faire, si on peut le mettre à l'échelle. Actuellement, on travaille dans quelques départements, mais il faut couvrir tous les départements du Bénin. Donc là, c'est la collaboration ensemble pour avoir beaucoup plus d'impact. La finalité, c'est quelque chose qui était très bien, d'avoir les préfets qui se mettent au cœur du dispositif en nous appuyant pour la mise en place des CLID. Et ça, on pense l'avoir eu. On a eu l'adhésion de tous les préfets, c'est quelque chose de formidable pour nous. À la lumière des leçons apprises, de l'expérience du Maroc et des ambitions de la politique nationale d'emploi 2020-2025, les défis que devraient résoudre les CLID sont énormes. Elodie Faizon, directrice de la promotion de l'emploi du ministère des petites et moyennes entreprises du Bénin et de la promotion de l'emploi, met l'accent sur quelques-uns. Toujours dans
la collaboration que nous menons avec la coopération allemande à travers le projet ProPME, nous avons identifié un besoin d'assistance à la territorialisation de la promotion de l'emploi, qui a été l'un des défis identifiés dans le document de la politique nationale de l'emploi. Au retour de cette visite d'échange, nous avons tous été enrichis de cette expérience marocaine. La toute première leçon apprise a été le rôle catalyseur des gouverneurs qui sont l'homologue des préfets de département ici dans notre pays. Donc le premier défi, c'est de réussir cette intégration de dispositifs tels que vus ailleurs dans notre sérail administratif local ici au Bénin. Le deuxième défi, c'est de pouvoir réussir l'opérationnalisation. Nous sommes au début du processus et moi j'ai foi que d'ici à là, la mise en place des clés et leur opérationnalisation sera une réussite, une réalité chez nous au pays, au bonheur de la cible que pour lesquels nous œuvrons. Je veux parler des demandeurs d'emploi, des diplômés sans emploi qui sont dans nos contrées. Au thème de l'atelier, des recommandations et suggestions ont été faites. Imprégné et conscient de son rôle, le préfet du département du Mono s'est exprimé. Bienvenue Dédaignon Milourin. Le rôle du préfet, c'est un rôle qui est dévolu au préfet. Le préfet étant celui à mandat pour le suivi des politiques nationales au niveau décentralisé, doit donc veiller à ce que tout ce qui est décidé au niveau national puisse vraiment arriver et s'implanter au niveau local. Donc en matière d'emploi des jeunes, en matière de territorialisation, il s'agit donc pour le préfet en tant que coordonnateur ou chef d'orchestre de tout ça, d'instruire les maires à ce que nous renforcions notre regard sur tout ce qui se fait au niveau des unités locales de promotion de l'emploi et surtout partager ces opportunités avec les demandeurs d'emploi. Il a été noté que ce n'est pas forcément les opportunités qui manquent, mais c'est le manque d'informations en temps réel et surtout le manque d'encadrement de nos demandeurs d'emploi qui fait qu'à l'arrivée, nous avons moins de chances de voir ressortissants de nos départements au niveau des offres qui viennent du sommet. Donc le préfet doit veiller désormais donc à ce que non seulement les maires puissent s'impliquer davantage dans le dispositif au niveau local, mais surtout à leur tour veiller à booster tout ce qui se fait au niveau de nos unités locales de promotion de l'emploi afin que des programmes spécifiques de renforcement de capacité soient adressés aux demandeurs d'emploi pour les capaciter davantage et leur donner plus de chances pour gagner de l'emploi lors des diverses opportunités qui les intéresseraient. Il est à rappeler que la visite au Maroc a eu lieu fin décembre dernier. Mesdames, Messieurs, avant la fin de ce journal parlé, la revue de presse qui sera présentée par Lukman Woujiou. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver après la pause. L'actualité diversifiée ce vendredi. Démarrons avec les nouvelles en provenance de la Cour constitutionnelle. Troisième mandat de Patrice Talon 2026. La Cour juge irrecevable le recours de Bertin Corvi, informe d'entre le Télégramme. Le journal, tout comme notre Sud quotidien Le Soleil Béninfo, rapporte qu'en sa plénière d'hier jeudi 13 février 2025, la Cour constitutionnelle du Bénin a statué sur 3 recours concernant l'éligibilité ou non du président Patrice Talon en 2026. Et la juridiction renvoie dos à dos 3 requérants, renseigne la publication qui relate qu'au cours de son audience, la haute juridiction s'est prononcée sur les recours de ces citoyens qui voulaient des clarifications sur certaines préoccupations ayant trait à la révision de la Constitution intervenue en 2019. Dans un recours déposé le 29 janvier 2025, Noureddine Moussa Mohamed demande à la Cour de convoquer Bertin Corvi pour exposer son argumentaire relatif à la révision constitutionnelle et son avis sur la qualification juridique des modifications apportées. Rappelle le quotidien qui poursuit que par une autre requête en date du même jour, Joseph Degbe saisit également la Cour aux mêmes fins. Bertin Corvi, président du mouvement dynamique Talon Continu, a saisi aussi la Cour par une requête le 3 février demandant la reconnaissance de la rupture constitutionnelle de 2019 et l'éligibilité de Talon Patrice à un second mandat en 2026. La Cour a décidé, rapporte le journal, d'examiner les recours ensemble en raison de leur lien évident.
s'appuyant sur des dispositions des articles 3, alinéa 3, 122 de la Constitution et 37 de la loi organique de la juridiction. Elle rappelle que le citoyen ne peut saisir la Cour que pour violation des droits humains ou pour contrôler l'inconstitutionnalité des lois. En somme, la Cour constitutionnelle juge irrecevable les recours, titre le journal. Alors, éligibilité ou non de talon en 2026, les recours de Bertin Corvier et compagnie irrecevables, renchérit Nord-Sud Quotidien, appuyé par Quotidien Soleil Bénin-Info pour lequel la Cour envoie les requérants à aller s'asseoir sur les deux jumeaux. Mais attention, la Cour constitutionnelle est toujours sollicitée. Matin Libre informe qu'un autre recours est déposé. Cette fois-ci contre Janvier Yaouédéou pour apologie d'un mandat de plus pour Patrice Talon, précise le Canard. En attendant la réaction de la juridiction à ce nouveau recours, c'est l'ambassadeur du Bénin au Niger qui est rappelé à Cotonou. Le matinal voit Gilda Sangonkan entre recadrage et révocation. Rappelé à Cotonou pour des propos controversés à Gaïa, le matinal donne la parole à des acteurs du milieu des relations internationales et rapporte Oudat Maman selon qui Gilda Sangonkan a outrepassé ses prérogatives. Ce rappel traduit une volonté de recentrage politique, déclare Hamzat Aboulaye, cité par le quotidien qui voit le sort de l'ambassadeur du Bénin au Niger scellé ce jour. Pour avoir demandé pardon au peuple nigérien, reprend le télégramme, le Bénin rappelle son ambassadeur à Niamey. Alors averti Matin Libre, demander pardon peut être une faute. C'est une gaffe diplomatique, juge le Soleil Bénin-Info qui estime que l'ambassadeur Gilda Sangonkan va s'expliquer. En tout cas, retient la boussole, le pardon de Agonka au Niger le ramène au Bénin. Mon confrère rapporte quelques propos de l'ambassadeur. Nous demandons pardon parce que nous sommes frères. Nous allons prier Dieu, nous allons prier Allah pour que plus jamais cette chose ne puisse se passer encore, a-t-il déclaré. Ces propos, bien que teintés d'un esprit de réconciliation, ont suscité des remous au sein du gouvernement béninois, observe le quotidien. Quel sera alors le prochain mouvement dans cette danse diplomatique, se préoccupe mon confrère. Pendant ce temps, notre politique, c'est Adrien Ngbeji qui demande de prier pour lui. Le week-end écoulé, rapporte le télégramme, les militants du Parti du Renouveau démocratique, PRD, se sont rassemblés en grand nombre à Porto-Novo pour commémorer les 25 ans du décès d'El Hadj Moucharafou Gbadamassi, ancien vice-président du parti. À cette occasion, indique le journal, Adrien Ngbeji a fait une demande inhabituelle à ses partisans. Priez pour moi car l'ennemi n'est pas content. Si vous priez pour moi, son plan ne marchera pas, s'est-il adressé à l'assistance selon le journal. Mais reste à savoir si la prière de ces militants suffira à conjurer le sort ou si l'ennemi dont il parle finira par avoir raison de lui, termine le journal. Effet de société pour finir, la boussole nous parle du 14 février. Célébration de l'amour au Bénin, Saint-Valentin, auberges pleines et valeurs vides. Les auberges en particulier sont prises d'assaut, souvent au détriment de la véritable vocation de la fête de Saint-Valentin. Mon confrère invite à rééduquer et sensibiliser afin de redonner à l'amour sa place qu'il mérite véritablement. Sans commentaire, mesdames, messieurs, ainsi va pour l'essentiel de l'actualité, tel que traité par la publication ce vendredi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. La revue de presse sur Sota FM. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme cette édition de fin de semaine. Merci à chacun et à tous. À la présentation, je suis Dorcas Orisha, mise en onde Aboubakar Doko, à l'édition Inoussa Karim. Bonne suite de journée à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Dans la Liborie, la différence a un nom. Sota FM, la radio de l'espoir.
La pub sur la radio Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Communiqué. Le président des commissions interministérielles chargées du dédommagement des personnes affectées par la libération des sites d'accueil des divers projets du programme d'action du gouvernement communique. Il est rappelé à l'attention de toutes celles et de tous ceux dont les fonds de terres et biens immeubles sont impactés par les divers projets du programme d'action du gouvernement et qui n'ont pas encore perçu leurs indemnités de dédommagement à ce jour qu'ils sont invités